Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la petite histoire du patrimoine consacrée au château fort. Dans cette vidéo, je vais vous emmener au château de Dourdan dans l'Essonne, qui est un chef-d'œuvre du style philippien, au château des Comtes du Perche en Eure-et-Loir et ici à Chevreuse devant le château de la Madeleine. Je me présente Anaïs, journaliste passionnée. J'ai créé cette chaîne pour vous faire découvrir notre magnifique patrimoine. Je serai accompagnée, comme pour toutes mes vidéos, par mes deux pilotes de drone, Émeric et Tiffaine, et cette fois-ci par l'historien Bruno Modica de l'association des Clionautes. Dans cette vidéo, nous verrons comment sont apparus les châteaux forts en pierre tels qu'on les connaît. Nous parlerons de leur architecture, de leur système de défense et de la raison de leur déclin. Tout commence avec l'Empire romain. Le premier château de Dourdan était en bois, comme beaucoup de fortifications avant le XIe siècle. Le château fort est le résultat d'une évolution progressive qui a commencé avec le déclin de l'Empire romain et la montée, le développement des invasions barbares. On passe de la villa à la villa fortifiée, que l'on trouve de façon remarquable dans le sud de l'Italie, notamment dans les Pouilles, et progressivement, tout dépend évidemment de la fonction, de la puissance du seigneur local. Une construction défensive élevée permettant de voir un axe de communication, c'est ce qu'on appelle les fameux châteaux cathares dans le midi languedocien. Dans des zones qui sont des zones de plaine, le bas Languedoc, on peut trouver une levée de terre, mais on trouve ça également en Normandie à l'origine, c'est-à-dire la motte féodale, c'est-à-dire une levée de terre sur laquelle une construction est édifiée. Le château de Dourdan est l'aboutissement de la stratégie de défense dite philippienne, en l'honneur du roi Philippe Auguste. Stratégie militaire d'abord, puisqu'il a construit 50 châteaux forts partout en France pour protéger le royaume. C'est aussi une stratégie politique, dans le sens où le système féodal s'est peu à peu imposé. Le roi est le suzerain des suzerains. En dessous de lui, les seigneurs, ses vassaux, lui doivent obéissance. Les vassaux construisent également leur propre forteresse, comme lieu d'affirmation du pouvoir, mais également comme arsenal, comme lieu de défense. En effet, le roi qui a la charge de la défense du royaume doit pouvoir se rendre sur place et défendre le royaume directement depuis les forteresses des vassaux. Le type de château dépend du lieu de construction et de la richesse du fief. Le château de Dourdan est assez petit, carré. Pour assiéger un château fort, en l'occurrence celui de Dourdan, il y a plusieurs strates défensives. La première strate est la contre-escarpe. C'est ce mur qui est juste ici qui encadre les fossés. Le fossé fait 6 mètres, mais à l'origine, il en faisait 8. On parle de douve lorsqu'il y a eu de l'eau. En l'occurrence, au château de Dourdan, c'était impossible. On n'a pas pu faire venir l'eau depuis la rivière et de plus, le sol n'est pas imperméable. Le château de Dourdan se caractérise par des tours de flanquement, des tours au milieu des courtines, comme celle qui est derrière moi. Sur ces tours, il y a des archères. C'est des ouvertures rectangulaires et verticales. Ici, au château de Dourdan, il s'agit d'archères canonnières. En effet, puisque au XIVe siècle, on a ajouté ce petit trou au milieu qui servait à faire passer la coulevrine, des petits canons portatifs. À l'intérieur, il y a beaucoup plus d'espace pour pouvoir tirer dans toutes les directions. Une fois passé les fossés, on arrive au niveau du pont-levis. Au château de Dourdan, le pont-levis n'existe plus. Il a été remplacé en 1742 parce qu'il n'avait plus son utilité défensive. On arrive ensuite au niveau de la porte. C'est l'élément le plus fragile du château fort. C'est en même temps celui que l'on va défendre le mieux. C'est-à-dire que flanqué sur les châteaux, flanqué de chaque côté de la porte du château, des constructions de pierre, parfois des avancées du rempart, qui vont permettre de piéger entre ces constructions les ennemis qui cherchent à forcer la porte, notamment avec des dispositifs du type bélier, ou qui cherchent à l'incendier, puisque la porte est en bois. Au-dessus de la porte, mais également sur d'autres parties des remparts, tout dépend là aussi de la richesse dont on dispose, et puisque construire des machicoulis, c'est une construction de pierre. Le plus souvent, les machicoulis se trouvent au niveau de la porte, effectivement. Au niveau des remparts, on va dire simples, on trouve plutôt des HORDS, H-O-R-D-S, qui sont des édifices temporaires que l'on peut installer pour pouvoir jeter du haut des remparts différents produits.
Alors de l'eau bouillante si l'on veut, de l'huile, du feu grégeois, de la poix enflammée, bref, tout ce qu'on peut imaginer, qui a pour fonction, encore une fois, pas tant de brûler les gens qui sont dessous, encore que il ne faut jamais négliger ce type d'intérêt. Ça n'a pas une fonction antipersonnelle, comme on dirait aujourd'hui en termes militaires, mais plutôt une fonction antimatérielle, c'est-à-dire de détruire les dispositifs de siège que l'assaillant va installer au pied des remparts, dispositifs de siège qui, eux, sont des appareillages en bois, donc incendiables. On peut trouver encore d'autres dispositifs qui permettent, là aussi, de lancer des pierres au-dessus des remparts sur les assaillants, c'est-à-dire des catapultes ou des balistes, c'est-à-dire des systèmes de contrepoids qui permettent de projeter avec une grande force des boulets de pierre qui vont entre 20, 30, 50 et 60 kilos. Tout dépend de ceux dont on dispose à ce moment-là et qui permet éventuellement d'affaiblir la détermination des assaillants. En matière civile, on y trouve tout ce qui permet de vivre, à la fois d'ailleurs de vivre pour le seigneur et son entourage, mais aussi son personnel militaire, mais aussi le personnel civil qui est dépendant de lui. Et puis, n'oublions pas que le château fort peut avoir aussi une fonction de refuge collectif pour les paysans, les tenanciers, les serfs qui se trouvent à proximité du château et qui sont sur les terres du seigneur. Donc on peut y trouver à peu près tout ce que l'on peut imaginer pour assurer la vie quotidienne, à la fois une cave, des garde-manger. Alors les fameuses oubliettes que l'on fait visiter dans les châteaux forts sont rarement des oubliettes destinées à mettre des prisonniers et à les oublier comme son nom l'indique dedans. En réalité, ces oubliettes, qui sont des lieux souterrains et plutôt très frais, avaient plutôt une fonction conservatrice de garde-manger, même si l'on pouvait trouver à proximité des châteaux des glacières, c'est-à-dire des puits dans lesquels on laissait la neige l'hiver s'entasser et qui servaient ensuite de chambres froides en raison du maintien d'une température constante qui permettait de conserver la fraîcheur, y compris en période estivale. Et puis ensuite, évidemment, le donjon, partie centrale du château, lieu de résidence du seigneur et de son entourage. Le donjon dans le château de Dourdan n'est pas au milieu, comme ce fut le cas par exemple pour le Louvre médiéval. Il est sur les côtés. Il possède son propre fossé et son propre pont-levis. C'est vraiment le rempart ultime, le dernier endroit où on peut se défendre. Aujourd'hui, le donjon fait 25 mètres, mais à l'origine, il en faisait 40. Il faut savoir que le mot donjon date du XVIIIe siècle. À l'époque médiévale, on appelait ça une grosse tour ou la tour maîtresse. Le donjon pouvait servir de lieu de vie, même si ce n'est pas le cas ici au château de Dourdan, puisque le roi vivait dans le logis royal. Mais on y trouve quand même un four à pain, un cellier où on pouvait mettre la nourriture, et également un puits d'eau potable. Alors le château fort s'est d'abord renforcé progressivement, jusqu'à ce que le pouvoir royal, en tout cas pour ce qui concerne le royaume de France, soit suffisamment puissant pour manifester à l'égard de ces châteaux un certain intérêt. Parfois d'ailleurs en soumettant le seigneur qui en était propriétaire, et en faisant une forteresse royale, ce qui a pu arriver avec la cité de Carcassonne. Alors jusqu'à l'artillerie, dont on peut considérer qu'elle apparaît de façon significative au XIVe, XVe siècle, cette artillerie, dite artillerie de siège, a pour fonction d'ébranler les murailles, pour ensuite les attaquer au bélier, ou éventuellement avec de la bombarde, et enfin faire en sorte que les pierres de la base du rempart soient suffisamment affaiblies pour que les parties supérieures du rempart s'effondrent et que le rempart puisse s'ouvrir pour laisser passage aux assaillants. Le château fort va devenir à ce moment-là uniquement une fonction résidentielle, avec donc l'ouverture de fenêtres, des équipements dits de loisirs, des jardins à l'intérieur ou autour, donc bien des équipements
qui sont destinés à la vie, mais le château peut également évoluer s'il devient forteresse royale comme un arsenal, comme une poudrière, comme une caserne, comme une prison, le château de Dourdan l'a été. Bref, tout est fonction, j'allais dire, des autorités locales ou de l'autorité centrale et de l'utilisation qu'elle peut vouloir en faire. Voilà, des châteaux ont pu devenir des entrepôts, mais également, et là ça leur a porté gravement préjudice, des carrières de pierre, notamment dans les villages languedociens, où on estimait que c'était plus facile d'aller chercher des pierres dans le château qui tombait en ruine plutôt que d'aller les tailler dans la carrière qui se trouvait parfois trop loin. Donc voilà, et ça explique aussi la ruine progressive de ces châteaux.